La question des générations futures, vérifier que ce qui est bon pour moi aujourd'hui ne met pas en place le mal pour demain. Je vais vous parler de l'écologie comme occasion de réinventer la démocratie et pas du tout de penser cette question comme généralement on la pense, c'est-à-dire de façon partisane, superfétatoire. Alors pourquoi penser l'écologie comme l'occasion de réinventer la question du politique? Ce ne sera pas exhaustif, bien sûr. Je vais vous donner différents points qui nous permettent, si j'ose dire, de voir les grands invariants du politique qui tout d'un coup sont mis devant des défis nouveaux parce que précisément il y a la question de l'écologie. D'abord, est-ce que la nature a été un impensé ou un implicite du contrat social? Ma question, c'est de voir où se pose la question des services écosystémiques. Un petit rappel, pour les services écosystémiques, ce sont tout simplement les services de la nature rendus à l'homme, les bénéfices que les hommes tirent des écosystèmes. Ça a été créé en 2000, tout simplement par l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, qui a identifié 4 grandes catégories de services écosystémiques. Les services supports. Les services supports, par exemple, ça peut être la production d'oxygène faite par la photosynthèse, c'est-à-dire les services supports de la nature qui vont permettre les 3 autres services, à savoir ceux que l'on connaît très bien, les services d'approvisionnement, les services de régulation, qualité de l'air, cycle de l'eau, etc. Et puis les services culturels et sociaux, parce que la nature, bien évidemment, c'est aussi toute une immatérialité, si j'ose dire, toute une beauté qui vient nourrir notre être, notre subjectivité, notre manière d'être au monde. Et donc, bien évidemment, ce sont les services culturels et sociaux. L'enjeu, si vous voulez, c'est de comprendre en fait qu'il n'y a pas de définition in abstracto de l'homme, du contrat social, alors que généralement on a pensé le contrat social comme un ajustement sur la nature possible, mais précisément de considérer qu'en deçà du contrat social, comme sous-bassement, si j'ose dire, il y a la question des services écosystémiques. Ça nous permet de repenser la question de la communauté politique. La communauté politique, généralement, ce sont, on va dire ça comme ça, des vivants et des morts, puisque c'est très important, la question de la place des morts dans notre communauté politique, non seulement du côté de la commémoration, mais des cimetières, de la manière dont on ritualise la question de la mort, et puis bien évidemment la fraternité de ceux qui sont vivants. Mais extensive parce que c'est pas exactement ça. Je fais référence à Aldo Leopold, que vous connaissez sans doute. Aldo Leopold était un forestier, philosophe, grand pionnier de cette question de l'écologie, et il dit, voilà, il faut étendre les frontières de la communauté pour y inclure le sol, l'eau, les plantes et les animaux, ou collectivement la terre. Voilà pourquoi je parle d'une définition extensive de la communauté, parce qu'elle n'est pas exclusivement réservée aux humains, mais précisément à tout ce qui environne l'humain pour créer son humanité. Ce qui change également, c'est la définition de la condition humaine. Précisément, je crois qu'il est important de comprendre que l'humanité n'est absolument pas substituable à l'homme. L'humanité, c'est ce que nous construisons avec ce qui nous environne. Ce sont les différents régimes de sociabilité. Et dans ces régimes, la nature a un rôle essentiel. Je vous ai mis ici Descola, que vous connaissez également très bien, qui parle des 4 ontologies et qui rappelle que la définition séparatiste du rapport de l'homme et de la nature, qui est généralement la manière dont l'Occident perçoit cette articulation, en posant trop d'hermétisme, en fait n'est absolument pas majoritaire dans le monde entier. Les 4 ontologies, c'est le naturalisme qui nous correspond, c'est l'animisme, c'est le totémisme et c'est l'analogisme. Et de fait, de toute façon, une définition bien comprise de la relation homme-nature en Occident, si vous vous souvenez bien, la théorie de l'évolution, bien évidemment, montre qu'il y a un continuum du vivant. Donc, de toute façon, même en régime occidental, lorsque nous posons sur le papier une coupure assez nette entre la nature et l'homme, la science
de toute façon, nous rappelle qu'il n'y a absolument pas cette différence-là, cette exceptionnalité. Et d'une certaine manière, si nous voulons continuer de penser l'exceptionnalité de l'homme, il faudra la penser du côté, non pas du fait de s'extraire du jeu, sorte de toute puissance, mais au contraire la poser du côté de la responsabilité de l'homme. Et bien évidemment, Aldo Leopold est un grand philosophe de l'éthique de la Terre, de l'éthique environnementale. Donc, rôle de la nature tout à fait important. Alors, autre question aussi qui sont importantes comme l'occasion de réinventer la question politique, c'est la question des échelles et des frontières. Face aux défis environnementaux, bien évidemment, la question de la frontière de l'État-nation est problématique dans son efficace. Alors, ça ne veut pas dire que l'on doit dépasser, si j'ose dire, l'État-nation au sens de le nier, parce que l'État-nation reste le niveau de la perception citoyenne, si j'ose dire, de la souveraineté. C'est-à-dire, c'est dans le cadre de l'État-nation que les citoyens ont le sentiment de leur souveraineté. Donc, au niveau du caractère de légitimité, le cadre de l'État-nation est tout à fait important au niveau de la symbolique. En revanche, au niveau de l'efficace, concernant les défis environnementaux, est problématique. La question des échelles, c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un agir politique qui veut être réellement efficace ne peut pas simplement se borner à être efficace localement. Il faut également qu'il soit efficace globalement, ou du moins qu'il s'interroge sur son efficace globale. Je donne juste un exemple, président de l'Équateur, le parc Yasuni, le président de l'Équateur s'adresse il y a quelque temps à la communauté internationale en lui disant, voilà, le parc Yasuni est bien évidemment sur mon territoire, mais indépendamment d'être sur mon territoire, c'est une sorte de poumon pour la Terre. Et donc, à la fois, si je veux respecter l'État-nation, je choisis de faire ce que je veux de ce territoire, sous-entendu, éventuellement je fore parce qu'il y a du pétrole, mais si je veux respecter le fait que ce territoire est lié directement au bien-être de la Terre et donc de la communauté internationale, je vous demande de réfléchir avec moi à la manière de gouverner ce territoire. Et sous-entendu, faites-moi une compensation financière et je ne forerai pas. Bon, on connaît la suite, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le nouveau type de geste politique que nous pouvons avoir demain, et cette articulation, si j'ose dire, entre à la fois la revendication d'une politique de l'État-nation et en même temps des vraies questions qui renvoient à la gouvernance mondiale, et cette alliance, là, qui plus est, entre Nord et Sud sur ces questions-là. La question du risque, très importante, elle est repensée également avec la question écologique parce que traditionnellement, dans l'industrie, les tout premiers temps, vous aviez des risques sectoriels. Dorénavant, le risque est endémique, il est global, il est systémique. Il renvoie également à différentes problématiques. Je vous ai mis la supraliminarité, c'est tout simplement l'au-delà de la limite, l'incapacité, en fait, dans ces nouvelles révolutions industrieuses mais technoscientifiques, d'anticiper les effets de nos choix. C'est-à-dire que l'effet de l'effet de l'effet, c'est ça la supraliminarité, c'est quasiment improbable, impossible, non seulement pour un politique, mais non seulement aussi pour un scientifique, de savoir exactement quelle va être la responsabilité de son acte. Donc il y a un caractère inanticipable. Il y a également, si vous voulez, une invisibilité de la menace. Dernièrement, si vous vous souvenez, nous avons eu la disparition de la Tour Eiffel, mais si j'ose dire, la disparition de la Tour Eiffel a eu raison de l'invisibilité des particules fines. C'est-à-dire qu'en gros, si la Tour Eiffel n'avait pas disparu, nous aurions continué à ne pas voir, d'une certaine manière, la menace, c'est-à-dire le fait que les particules fines, par exemple, pour ne nommer que cet exemple, sont dans l'air et donc sont susceptibles de nous rendre malades ou que sais-je. Donc, invisibilité de la menace, incubation aussi d'une problématique, c'est-à-dire qu'en gros, avec ces problèmes environnementaux, très souvent, vous avez un risque qui existe à l'instant T, et puis finalement une maladie qui se développera 15 ans, 20 ans plus tard. Alors, c'est très problématique parce que ça vient transformer, en fait, l'agir et surtout la manière d'évaluer l'agir du politique. Parce que sur quoi, généralement, on évalue l'agir du politique? Sur ce qui se voit. Et c'est bien là tout le problème. Là, il va falloir évaluer le politique sur ce qui ne se voit pas, pire encore, ce qui n'existe pas encore, et donc comment le politique demain affronte sa question essentielle, à savoir l'éthique de responsabilité, c'est là également une question qui est tout à fait essentielle dans la question de l'écologie. Et bien évidemment,
Ça renvoie, on va le voir après, aux critiques plus générales de la représentation. L'électoralisme est un fonctionnement, si j'ose dire, de cycle court. Et là, on vient de le voir, lorsqu'on est face ne serait-ce qu'à des questions d'érosion de la biodiversité, ce sont des phénomènes sur le temps très long et qui, bien évidemment, nous demandent de réintégrer cette temporalité du temps long, vous l'entendez souvent, dans, le fonctionnement de la décision politique. Autre point, la représentation politique du vivant. Voilà quelque chose de véritablement lié. On n'avait jamais songé à représenter politiquement la biodiversité avant, entre guillemets, la compréhension d'aujourd'hui de l'homme à l'intérieur de cet environnement. Donc la représentation politique du vivant, ça va très très loin. C'est aussi bien évidemment les droits juridiques qu'on accorde au vivant. On parle de plus en plus d'un droit de statut du travailleur pour l'animal, notamment pour différents animaux dans des contraintes agricoles ou industrieuses. Représentation politique du vivant, effectivement, pour savoir qui dans l'Assemblée porte la parole de cette valeur intrinsèque de la nature, mais également de cette valeur utilitariste de la nature. La question des générations futures, bon voilà, impossible aujourd'hui de créer, entre guillemets, un agir politique digne de ce nom qui, non seulement s'interroge sur le bien-être de ses contemporains, mais bien évidemment s'interroge sur le fait que ce bien-être de ses contemporains ne remet pas en cause le bien-être des générations futures. Donc c'est tout le basculement entre l'éthique de Kant, qui reste une éthique du présent, et puis l'éthique de Jonas, qui, elle, est une éthique du futur, c'est-à-dire véritablement vérifier que ce qui est bon pour moi aujourd'hui ne met pas en place le mal pour demain. La question de l'irréversibilité, c'est la grande question du politique. Est-ce que nos choix politiques, scientifiques, etc. mettent en danger la résilience du système? Dominique Bourg parle de dommages transcendantaux. Dommages transcendantaux, c'est directement des dommages qui atteignent la possibilité de résilience d'un système. Je crois que c'est très important également de comprendre la question de l'inappropriable, alors que jusqu'à présent, c'est la question de la propriété qui a aussi construit le politique. Et là, précisément demain, c'est plutôt la question des commons, c'est plutôt la question de cette non-confiscation privée des ressources naturelles qui est au cœur de nos choix politiques. J'ai mis également la clause de Locke. Flippo travaille sur ça. Si vous vous souvenez, en amont, je vous ai parlé d'implicite ou d'impensé. Locke, par exemple, est quelqu'un qui a toujours pensé la relation à la nature, mais très souvent, on l'oublie. La critique de la représentation et de la participation, effectivement, comment aujourd'hui on transforme les modes de gouvernement plutôt aux questions de la gouvernance. Dernier point, aujourd'hui, penser cette question de l'écologie, c'est réinventer la liberté des modernes. La liberté des anciens était une liberté, si j'ose dire, assez rigide, dans l'obligation d'être aux affaires. La liberté des modernes était plutôt une liberté d'être dans la délégation. C'était un choix, entre guillemets, de se voir représenté. On voit qu'aujourd'hui, il faut penser un retour des citoyens dans les affaires publiques et que très souvent, les défis environnementaux sont le lieu de ce retour du citoyen aux affaires publiques. On prend simplement un exemple, la première initiative citoyenne qui vient d'atteindre 1 800 000 signatures, et comme par hasard, une initiative qui renvoie directement à la question du droit à l'eau et à l'assainissement. Révolution également en matière de data publique, transparence de l'information étatique, là aussi l'environnement et puis bien évidemment les catastrophes environnementales ont été absolument clés pour remettre au cœur de la durabilité, si j'ose dire, du système démocratique, l'importance de la question de la transparence de l'information étatique et bien évidemment le rôle de la data publique, des NTIC sont très importants là-dedans. J'ai renvoyé au terme de parésia, si vous vous souvenez, la parésia c'est le dire vrai. Et c'est d'autant plus important avec les nouvelles enquêtes publiques sur l'environnement, et sachant qu'aujourd'hui, si j'ose dire, un des grands tests de crédibilité de la citoyenneté, c'est la santé publique du citoyen, et l'État qui est garant du bien-être de cette santé publique. Rapidement, juste en France, vous voyez, pour penser le retour des citoyens aux affaires publiques, ça a été la loi Bouchardot, la loi Barnier, ça a été la Convention d'Aarhus, ça a été la Charte de l'environnement. On est quand même un pays qui a constitutionnalisé le droit à l'environnement avec de nouveaux devoirs. Au cœur de cette démocratie, il y a la place de la science, il y a la place de la question de la compétence, il y a la place de la question de l'expertise, le rapport science-société, comment nous repesons les humanités scientifiques au cœur de ce pacte social, parce qu'effectivement, il est très important de comprendre que ce pacte de confiance avec la science, il va être
profondément régulateur de notre relation à la démocratie elle-même. C'est une obligation des hybridations du savoir, c'est le fait de comprendre que, comme 2/3 du débat public est carrément un débat sur la science, en fait, vous n'accédez pas à votre débat public en tant que citoyen si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas un tout petit peu d'acculturation scientifique. Moscovici avait dit, voilà, le 19e siècle, ce qui était important, c'était la question politique. Le 20e, la question sociale. Le 21e, c'est la question naturelle. En 2016, le Congrès international des géologues va prendre sa décision, savoir si nous sommes entrés ou non en Anthropocène. Et je crois que cette notion d'Anthropocène est peut-être une nouvelle notion civilisationnelle. On a toujours très peur d'utiliser la notion de civilisation. Et là, s'il y a une notion de civilisation à utiliser, s'il y a une civilisation globale, c'est au moins autour de cette prise de conscience que, précisément, il ne faut pas que notre civilisation crée de l'irréversible dans l'évolution de l'écosystème. Je vous remercie.